Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Je rappelle, chers téléspectateurs, que l'émission c'est Midi chez nous et notre consultant Landry Cuyot est là. Bonjour, Monsieur Cuyot. Bonjour, Caroline. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de civisme économique. Comment peut-on comprendre ce groupe de mots? D'abord, je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous suivent fidèlement et depuis longtemps et qui apprécient bien nos interventions. Et c'est comme ça commence tout doucement et puis après, ça devient très houleux. Absolument. Déjà, il faut vous féliciter pour avoir pensé à de telles émissions. Merci. Et aux questions que vous nous donnez afin que le niveau soit beaucoup plus important. Parce que les populations ont besoin de se renseigner utilement sur ce qu'il leur convient de faire ou de ne pas faire. C'est à ce moment qu'elles se sentent participer à la vie de la société. Concernant le civisme économique, d'abord, il faut définir le civisme. Je crois que nous l'avons fait la dernière fois, mais la répétition étant pédagogique, il faut dire que le civisme est l'aptitude qu'a un citoyen, une personne qui vit dans un pays, à respecter les conventions et les lois qui organisent la collectivité, c'est-à-dire le groupe de personnes qui vit sur ce territoire donné. Je vis dans un village, et dans ce village, il y a des règles. Il y a des règles traditionnelles, il y a des règles coutumières. Par exemple, on vous demande que le vendredi, on ne dure pas au champ. Oui, ça c'est pas une règle. Oui, bon, c'est un exemple. Mais rapporté dans ramener dans le contexte urbain, on sait que ça a un caractère vicieux et pernicieux. C'est clair. Mais alors, il faudrait bien pouvoir respecter parce que cette règle-là est fondée sur quelque chose. Elle permet donc à la société de pouvoir s'harmoniser ou vivre de manière harmonieuse. Lorsqu'on ne respecte pas ces règles, à ce moment, on crée un désordre. Donc, on doit pouvoir s'épanouir dans cette société, pouvoir faire ce que l'on veut faire, l'on peut faire, tout en respectant ces règles-là qui nous permettent de ne pas être chassés ou écartés de cette société-là. Donc, le civisme, c'est cela. C'est lorsque la personne qui vit, par exemple, en Côte d'Ivoire, aura donc à faire des activités économiques, à se marier, à jouer au football, tout en respectant les règles que l'on va pouvoir lui instruire. Voilà. Donc, et économiquement parlant, en un mot, on pourrait dire que c'est le respect du cadre social dans lequel on se trouve et qui comporte des règles d'ordre culturel, des coutumes, mais aussi des lois techniques, c'est-à-dire les lois votées par l'Assemblée nationale. Au niveau économique, nous disons que l'économie est l'ensemble des activités de l'homme qui consiste à créer des richesses. Richesses, c'est-à-dire ce qu'on peut vendre, ce qui peut nous rapporter de l'argent. Par conséquent, lorsque je cultive du manioc et que je dois le vendre au marché, je fais de l'économie. Ça me permet de rentrer de l'argent. Mais là, on nous demande, c'est vrai que gagner de l'argent est une chose importante, mais on ne peut pas gagner de l'argent de manière irresponsable ou dans le mépris total des personnes qui vivent avec nous. Gagner de l'argent de façon irresponsable. Oui, de façon irresponsable. À quoi cela nous ramène? Alors, cela nous ramène d'abord à vendre des produits avariés, déjà, à vendre faussement ce que vous n'avez pas, à vendre un peu trop cher au-dessus des capacités de pouvoir d'achat des uns ou des autres. Utiliser tous les moyens détournés possibles afin de gagner plus que vous ne devez en gagner en argent. C'est pourquoi nous disons que ça, c'est gagner de l'argent de manière irresponsable. Et ce n'est pas civique, c'est inciviste d'agir ainsi. C'est pourquoi est-ce que nous voulons parler, puisque du point de vue de la manifestation du civisme économique, il y a différents domaines d'activité qui sont concernés. La politique déjà, la politique qui est développée par l'État de Côte d'Ivoire, au niveau fiscal. On en a parlé, je me rappelle bien de la chanson de Serge Cassi, payez vos impôts. Ça participe du civisme fiscal, mais aussi au niveau du vécu et la gestion des entreprises. Cela signifie le rapport que le patron a vis-à-vis des employés, mais aussi le rapport que les syndicats qui agissent au sein des entreprises ont vis-à-vis du patronat. D'accord, on reviendra certainement sur les manifestations, mais déjà on entend parler de patriotisme économique. Oui. Y a-t-il une différence entre civisme économique et patriotisme économique? Oui. Même si les notions peuvent être réconciliées, afin qu'elles puissent être épousées ou s'épouser. Ce qu'on veut dire simplement, c'est qu'au niveau du civisme économique, il s'agit tout simplement pour le citoyen de respecter ses règles. Vous comprenez? Quelles que soient les règles, le citoyen, qu'il soit un national ou pas, aura donc... Il est dans l'obligation de le faire. Je n'aime pas les termes obligation. Parce qu'on a un sentiment d'avoir à subir une certaine pression, une contrainte, comme que la loi vous soit imposée. Non. Mais est-ce que la loi ne cache pas quelque part une contrainte? Non, en réalité, lorsque vous décidez, Caroline, de vous donner un régime alimentaire et que vous y adhérez, c'est certes une contrainte, mais à la limite, c'est vous qui volontairement y adhérez. Du coup, vous ne ressentez pas la contrainte. Mais au niveau de la loi, je veux dire que votre volonté intervient parce qu'il y a quelque chose de bien établi. Dans le mécanisme de création des sociétés, on voudrait bien que les lois soient l'émanation de notre volonté.
C'est pourquoi nous élisons des députés, lesquels, s'ils fonctionnent comme des députés, doivent se renseigner auprès de leur population afin de faire entendre leur voix. La majorité l'emportant sur la minorité, puisqu'on est en système démocratique, à ce moment, lorsque la majorité emporte par rapport à l'opinion qu'elle a sur le sujet donné, on y adhère. On va dans le même sens, jusqu'à ce qu'on puisse convaincre la majorité afin qu'elle puisse nous rejoindre et inversement obtenir un résultat autre. Mais donc, s'il y a une loi établie, qu'elle vous arrange ou non, vous êtes obligé de la faire mienne? Absolument. Sinon, ça n'a plus de sens. En fait, ce n'est pas dire je suis obligé de la faire mienne. Parce que si je dis, parce que je n'ai pas voté pour cette loi, je ne l'applique pas, du coup, j'ôte tout le sens même de la loi et de ma présence en société. La société, c'est ça, c'est un compromis que l'on fait. Or, lorsqu'on parle de compromis, cela signifie que sur un sujet donné, je peux ne pas être d'accord, mais j'accepte, je tolère que cela soit pour une certaine période donnée, jusqu'à ce que je puisse convaincre par l'argument de l'intelligence, par l'argument du verbe, afin que la chose puisse être profitable dans un avenir plus ou moins long. D'accord. On revient donc aux manifestations. Vous avez déjà commencé à parler des manifestations au niveau politique, au niveau environnemental, au niveau de la fiscalité. Alors, au niveau politique, quand on parle de civisme économique, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Qui est concerné? Quels sont les différents acteurs? Alors, ceux qui sont concernés sont ceux qui occupent des postes de responsabilité au niveau de l'État, donc l'appareil étatique, au niveau politique et au niveau administratif. Vous savez, un État ne fonctionne et n'arrive à fonctionner que si économiquement il a de quoi être viable, c'est-à-dire pouvoir gagner de l'argent ou générer de l'argent ou créer le cadre favorable afin que ces populations puissent créer des richesses. Un État ne peut définir sa politique économique qu'en fonction de ce qu'il a. Si on est dans un État, dans une zone forestière, c'est en fonction de la géographie que vous allez développer votre économie. Vous ne pouvez pas être dans une zone forestière et vouloir cultiver des produits agricoles qui sont de zones sahéliennes. Ce n'est pas possible. Si nous avons la chance, comme la Côte d'Ivoire, d'avoir différents climats, à ce moment, il y a une variété de produits. Mais la Côte d'Ivoire se caractérise, par exemple, par le fait qu'elle est un pays forestier. Par conséquent, il faudrait bien que nous puissions avoir une politique économique qui veille à protéger ce caractère forestier ivoirien, en veillant à ce que la forêt ne disparaisse pas. Cependant, nous regardons que décennie après décennie, la forêt en Côte d'Ivoire disparaît. Or, si la forêt disparaît, il y a des cultures qui ne pourront plus être pratiquées. Vous ne pourrez plus manger votre foutu banane moins cher. Il va coûter de plus en plus cher. Pour finir, vous allez importer la banane. Et à qui incombe la responsabilité? La responsabilité incombe d'abord à l'État. Vous comprenez, c'est l'État qui donne une vision et manifeste cette vision par une politique sur le terrain. Soit on fait du reboisement, soit on fait la promotion de l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est comme une plantation, même d'essence naturelle. Donc des bois, ça peut être de l'acajou, ça peut être du teck. Dans tous les cas, on veille à ce que la couverture forestière soit restaurée. Pas parce que ça nous fait plaisir d'avoir de la forêt. Ce n'est pas simplement dans une dimension touristique ou dans une dimension scientifique, mais c'est pour préserver l'économie agricole sur laquelle est basé le succès de la Côte d'Ivoire. On fait de la cacaoculture, du café, du palmier à huile, mais ce n'est pas dans des zones désertiques qu'on peut produire du cacao et être toujours premier mondial. Si la forêt disparaît et se rétrécit comme peau de chagrin, c'est certain que bientôt, la production de cacao va disparaître et nous allons perdre cette place privilégiée. Et c'est des vies si importantes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de construire son réseau routier, de construire ses immeubles, de construire ses écoles. Donc il faut protéger ça. Soit on fait l'option de réaliser une mutation économique et dit, dans tous les cas, on ne pourra pas freiner l'avancée du désert. Il faut se concentrer sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et autres, et les minéraux, l'or, le diamant. Ok, je suis d'accord, mais on voudrait bien voir cette phase de transition-là et qu'on nous fasse participer, on nous fasse comprendre comment est-ce qu'on va y procéder afin de garder nos mêmes privilèges, nos mêmes avantages. Mais je ne crois pas que ce soit le cas, ce serait carrément irresponsable. Et nous sommes bientôt responsables politiquement parlant pour agir dans ce sens-là. Nous sommes trop responsable. Ah d'accord. Trop responsable. Non, c'est vrai. Trop, oui, j'ai dit qu'il serait irresponsable. J'ai cru entendre bientôt. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'engager dans ce tournant-là. Alors, aujourd'hui, la responsabilité de l'État, compte tenu du fait de sa responsabilité, de son civisme économique, de pouvoir manifester beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'investissement dans ce qui est de la restauration de notre couverture forestière afin de pouvoir préserver notre économie agricole sur laquelle est basé le succès économique de la Côte d'Ivoire. Les manifestations au niveau fiscal? Alors au niveau fiscal, c'est tout à fait simple. Il y a depuis plus d'une décennie, l'on martèle.
On revient constamment. Il y a même des émissions qui passent sur la télévision nationale qui instruisent et qui sensibilisent, c'est-à-dire rend sensible le citoyen qui exerce une activité économique à rendre à l'État ce qui revient à l'État. C'est vrai que ça nous choque quelquefois de savoir que je me suis battu tout seul, je suis allé à l'école. J'étais à nu-pied, j'ai dormi sous les tables. C'est comme ça que les parents parlent. Hein. Voilà. J'ai eu mon diplôme. J'ai ensuite pu mobiliser suffisamment d'argent. J'ai commencé doni, petit à petit. J'ai commencé à gagner de l'argent. On me demande de payer 35% quant au bénéfice commercial que je réalise. 35% à qui? D'abord à quelqu'un que je ne vois pas, à l'État. Or, nous personnifions l'État. Le problème, c'est ça. Pour nous, l'État, ça appartient à un groupuscule de personnes qui ne sont pas forcément de mon bord politique. Donc, du coup, c'est comme si je leur donnais de l'argent gracieusement. Alors, je ne suis pas d'accord. On va utiliser tous les moyens afin de ne pas donner à l'État ce qui lui revient. Pire, c'est au niveau de la TVA. À votre avis, pourquoi les gens pensent comme ça? Les gens pensent comme ça parce qu'ils n'ont pas de culture politique déjà. La notion de l'État, ils n'arrivent pas à l'intégrer. Ils ne savent pas que l'État n'est qu'un appareil dans lequel des individus, à un certain moment donné de leur vie, viennent exercer des fonctions et puis passent par la suite. Vous comprenez, l'État, ça nous appartient, c'est notre bien, nous qui est à notre service. Mais encore, il faut savoir même que ceux qui ont occupé ces postes-là n'ont pas arrangé les choses. Pour finir, on avait l'impression que l'État était devenu leur patrimoine personnel, privé. Ils n'y vont jamais. Ils sont là pendant 30-40 ans. Pour finir, tu te dis, franchement, est-ce que l'État même, ça m'appartient? Est-ce que l'État n'est pas à eux? Est-ce qu'il n'y a pas une oligarchie, c'est-à-dire un groupe de personnes suffisamment nantis qui s'accaparent l'État et la puissance et les moyens que l'État développe afin de pouvoir servir la collectivité? Ceux-ci se servant de l'État, se servent gracieusement sur nos avoirs et nos acquis. Et là, ça... D'accord, on reste toujours dans le cadre de la fiscalité. On ne peut pas parler de fiscalité sans parler non plus de l'État. Absolument, voilà. Puisqu'on a l'impression que l'État s'enrichit à nos dépens, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Au niveau de la TVA, qui doit être réversée, on a très souvent tenté de pouvoir empocher la TVA. Mais est-ce que j'ai posé la question de savoir pourquoi les gens pensent comme ça, pour vous ramener, sinon pour vous amener, vous, à dire c'est parce qu'ils n'en voient pas forcément les résultats. Ah mais oui. L'état défectueux des routes, avec toutes les conditions dans lesquelles les gens vivent, les conditions précaires, je veux dire que ça peut les amener. Parce que s'ils se plaignent, on peut leur dire, ah, voici, vous avez vu les 35% que vous avez donné à l'État. Voici ce à quoi ça a servi. Vous avez vu, il y a quelques années, il y a peut-être 20 ans, il y a 10 ans, 15 ans, on n'avait pas de route, mais aujourd'hui, on a des routes, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu as l'électricité dans ton village. Je veux dire que si on leur montrait ce à quoi cet argent servait, ils n'allaient pas se plaindre. Je suis absolument d'accord, dans notre développement, nous serons arrivés à cela. Mais en fait, Caroline, ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que pour qu'on soit arrivé à cette réflexion-là, comme quoi l'État ne rend pas ce qui devait nous rendre en termes d'impôts payés, qui n'emporte pas une contrepartie immédiate, c'est que cet argent l'est détourné ailleurs. Si cet argent devait servir à construire des routes et qu'il n'en sert pas, cet argent n'est pas en train de végéter quelque part. Si vous savez à quoi ça sert, vous pouvez nous le dire. Dans tous les cas, il y a des personnes mieux placées, mieux outillées pour nous instruire suffisamment sur ce à quoi a servi l'argent du contribuable ivoirien pendant plus de 50 ans. Dans tous les cas, il y a un constat qui est clair, Caroline. C'est qu'on a l'impression que depuis plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire est dans une politique d'urgence. On fait tout en urgence. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas de programme réel. On répare des routes dans l'urgence. Or, la durée de vie d'une route, je ne suis pas technicien ou ingénieur de ponts et chaussées. Le BNET est mieux approprié. Mais j'estime qu'une route n'a pas une durée de vie de 6 mois. Ça coûte cher le bitume, vous comprenez. Mais alors, si on doit construire des routes qui ne durent que 6 mois, Caroline, et venir les réparer constamment, à ce moment-là, cet argent qui aurait pu servir à réaliser d'autres ouvrages publics, qui aurait servi mieux la collectivité, est forcément réorienté pour l'urgence. C'est pourquoi je dis qu'on est dans une politique d'urgence. Donc, il ne faudrait pas croire que la politique d'urgence développée par le président Ouattara est nouvelle. Non, c'est une question de terminologie, on vient d'apprendre ça. Dans tous les cas, la réalité, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est constamment dans l'urgence. Et ce n'est pas viable. Ce n'est vraiment pas viable. Il y a des communes où on a l'impression que la sécurité routière n'importe à personne. Les populations risquent constamment leur vie, jour après jour. Les feux tricolores ont disparu. Même le souvenir de leur existence a disparu des mémoires des uns et des autres. Les panneaux de signalisation sont réutilisés ou utilisés à des fins de matières premières pour construire ou réaliser nos ustensiles de cuisine. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Or, nous savons que la route est le développement. Je ne dis pas que la route précède, la route même, c'est le développement, vous comprenez. Et si les routes sont défectueuses, si constamment il faut refaire les routes, ne serait-ce qu'à Abidjan,
À ce moment, on ne pourra rien faire. Vous comprenez? Parce qu'on ne pourra pas circuler comme il le faut. Et quand on circule, c'est ce qu'on va mourir. On a plus de chances de mourir que de pouvoir survivre. Quand j'investis dans l'achat d'une automobile, c'est pour que je puisse l'amortir. Mais si je sais que je dois utiliser cette route et que l'automobile doit se détruire, être défaillante ou défectueuse en 2, 3, 4 mois, ça ne nécessite strictement rien. Vous comprenez? Donc, du coup, cela entame la bonne santé économique ivoirienne parce que les réseaux routiers sont les fondamentaux. Or, nous avons des réseaux routiers qui sont défectueux et il faut bien pouvoir les réparer. C'est bon à savoir tout ça, mais on revient sur la responsabilité donc, de l'individu par rapport à la fiscalité. Ah ben oui, la responsabilité de l'individu, de l'entrepreneur, de la société, c'est de pouvoir faire l'effort, celui, de rendre à l'État ce qui lui appartient. Vous savez, au niveau de l'administration fiscale, ce qui est à César. Et même Jésus ici est appliqué. Bien sûr. Donnons l'exemple. Pour dire, fils de Dieu Tout-Puissant, il aurait pu dire, je ne paie pas. Vous comprenez? Puisque l'or et l'argent m'appartiennent. Mais cependant, il s'y soumet. Ça veut dire que, tout puissant que l'on soit, quel que soit ce que l'on pense, il faut pouvoir se soumettre aux lois du pays dans lequel on se trouve. Il ne faudrait pas utiliser des voies détournées. Il faudra payer. C'est difficile. Et même au niveau de l'administration fiscale, on n'est pas des ogres pour autant. On comprend les difficultés des entreprises. C'est vrai qu'il peut y avoir des périodes où la pression fiscale est forte, mais il y a toujours la possibilité de la négociation, trouver des facilités. Les facilités sont mises à disposition. Là où on vous refuse les facilités, c'est lorsque vous allez tenter de vous montrer beaucoup plus malin que l'État. À ce moment, on se dit, on ne va pas lui donner une marge de manœuvre. Et ce sont des cas qui sont légion. Absolument. Les personnes qui se montrent, qui sont obligées de passer par des chemins détournés pour ne pas payer leurs impôts. Oui, ça existe. Ça existe dans nos pays africains. Absolument, ça existe. Et même en Europe, ça existe. La France connaît un grave problème à ce niveau-là. On pourra apporter toutes les motivations, les prétextes possibles, mais on trouve toujours le moyen de payer beaucoup moins que ce que l'on devrait payer réellement à l'État. Mais dans ce cas, il faudrait aussi qu'au niveau de l'État, on apporte la réponse. La réponse qui serait de pouvoir utiliser cet argent à développer des ouvrages durables, viables et profitables à tous. D'accord. Civisme économique dans le syndicat. Alors, au niveau syndical, je m'entretenais avec quelques responsables syndicaux et je leur ai dit, chers amis, une entreprise ou une société est l'intérêt commun que réunit le patronat et le salariat. Si on a des syndicats qui sont indisciplinés, où la menace de la grève est constante, où on ne fait pas preuve de science et d'art dans la négociation sociale, on menace même l'existence de la société. On menace l'existence de l'entreprise. Or, c'est au sein de l'entreprise qu'on produit des richesses, lesquelles richesses sont partagées ou reparties en termes de salaire et de dividendes. Si l'entreprise n'existe plus, ou si elle est bloquée, vous n'aurez pas vos salaires. Mieux, les emplois seront détruits. Ce pourquoi vous vous battez, vous existez, n'aura pas de sens, vous-même n'aurez aucun sens. Donc, la démarche du syndicat consiste à pouvoir protéger le maximum possible l'entreprise, agir de manière responsable. C'est vrai que, du point de vue patronal, on n'est pas exempt de tout reproche, c'est vrai. Mais qui a plus intérêt à ce que l'entreprise subsiste? Ce n'est pas le patron. Il a suffisamment d'argent. Il peut fermer l'entreprise, en créer une autre. Le capital, ça lui appartient. Il est consubstantiel même au patrimoine, au capital. Mais nous qui avons besoin d'avoir un emploi, parce que économiquement faible, nous qui avons besoin d'améliorer nos conditions de vie, les syndicats doivent pouvoir nous aider à cela. En Côte d'Ivoire, nous avons des syndicats qui ne sont pas très voyants. Justement, j'allais vous demander si vous pensez que il y a deux ne hypothèses. font pas suffisamment. La première hypothèse, c'est que nos syndicats, pas très actifs, ne sont pas techniquement ou outillés afin de pouvoir agir, ou se sentent inféodés par la puissance patronale. Ou alors on a des syndicats qui s'en foutent carrément de ce que vivent les affiliés et les travailleurs en particulier. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Nous ne sentons pas l'action syndicale aussi forte que cela. Pour preuve, la loi ivoirienne nous dit, dans le Code du travail et la Convention collective, même le Code de la prévoyance sociale, que tout travailleur doit être déclaré à la CNPS. J'aimerais bien qu'on nous sorte les chiffres pour nous dire voici le nombre, la masse salariale, la masse de salariés en Côte d'Ivoire, et voici ceux qui sont déclarés à la CNPS. J'aimerais bien qu'on puisse publier ces chiffres et nous allons vous rendre compte de la gravité de la situation. Parce que c'est de l'incivisme
que de ne pas déclarer quelqu'un à la CNPS alors qu'il travaille pour vous. Mais alors quand les conditions ne sont pas réunies, comment est-ce qu'on fait? Vous avez une entreprise à peine commencée, on vous sort une grosse facture au niveau, j'allais dire, au niveau de la fiscalité, au niveau des impôts, vous êtes obligé de payer. Vous êtes vous-même étonné parce qu'on vous a dit, voici, avec telle somme, vous pouvez créer votre entreprise en moins de 48 heures. Voilà, vous vous dites, voici, je saisis la balle au bon, je saisis cette opportunité. Et puis après, on vous sort une grosse liste là de choses à payer. Alors là, vous vous retrouvez dans un engrenage. D'abord, vous êtes choqué, c'est la première réaction. Mais après, vous ne savez plus où tourner, où donner de la tête. Alors là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Puisque vous avez des employés, vous avez échangé, puisque au départ, vous aviez, j'allais dire, beaucoup d'espoir. Vous aviez beaucoup d'espoir. Les employés sont là, ils doivent être payés. Vous faites l'effort de les payer et il y a encore d'autres choses à régler. Alors, ma réponse... C'est-à-dire les CNPS, il faut pouvoir les déclarer, il faut reverser encore de l'argent. Alors, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ma réponse, sans être toutefois diplomatique, pour cette fois-ci, on porte ma pleine et personnelle responsabilité. J'estime qu'il y a eu au moins en partie de l'escroquerie morale, au moins dans le discours de marketing politique. On nous a présenté des facilités quant à la constitution des entreprises. Cependant, on n'a pas eu à travailler réellement quant à réellement alléger tout ce qui est des charges fiscales et financières. Vous pouvez leur dire que ça n'engage que vous. Hein. Je dis que ça n'engage que moi. Je ne suis pas avec vous. Voilà, ça n'engage que moi. C'est la vérité. Lorsqu'on vous dit qu'avec 182 400 francs CFA, vous constituez une entreprise, on ne vous dit pas qu'au préalable, il faut pouvoir constituer les capitales si vous êtes en SARL. C'est la première des choses. Deux, on ne vous dit pas non plus que par rapport à l'activité développée par l'entreprise, il y a des charges fiscales, tout un chapelet d'impôts à payer, mais aussi la responsabilité fiscale quant à ses employés, impôts sur le revenu, cotisations sociales et autres. Mais aussi, il y a une démarche pas très responsable des entrepreneurs et entreprenants. Lorsque vous voulez créer une entreprise, mais renseignez-vous suffisamment. Vous savez, il va de la responsabilité. C'est comme un père qui décide de fonder une famille. C'est vrai, ça fait bien de dire que j'ai un enfant, j'ai deux, j'ai trois enfants, j'ai une femme. Mais ça veut dire qu'il faut leur garantir d'avoir un toit, d'avoir un lit, d'avoir mangé 3 fois par jour, les soigner, les scolariser, les protéger. Donc, tout ça, ce sont des dépenses. La satisfaction purement mentale ou physique de faire un enfant, l'enthousiasme ne suffit pas, vous comprenez. On veut être entrepreneur, mais il y a une réalité. Et nous ne prenons pas la peine de réfléchir là-dessus. On nous dirait, mais si on doit réfléchir là-dessus, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'entreprises créées, mais je préfère qu'il y ait très peu d'entreprises créées qui réellement arrivent à fonctionner selon les lois de la République et à veiller à ce que les droits proposés à leur personnel soient réellement respectés, plutôt que d'avoir une multitude d'entreprises où les droits des uns et des autres sont violés. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression même que ces informations importantes-là sont dissimulées de façon volontaire? Non, Caroline. Non, c'est juste une question. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dissimulé de manière volontaire. Ces informations-là sont disponibles pour tout le monde. Où? Sont disponibles. Vous rendez au CPC. Ils vont vous donner tout ce qui est de la masse documentaire, du fonds documentaire de l'OHADA relatif à la création d'entreprises. Vous allez aux impôts, vous demandez toute la documentation possible, ils vont vous renseigner. C'est la démarche de l'Ivoirien qui refuse d'aller à l'information. L'Ivoirien ne se renseigne pas. Prenons simplement les informations. Peut-être il a les informations, mais il ne prend pas le temps. Non, il n'a même pas les informations, parce qu'il suffit de l'écouter pour vous rendre compte qu'il affirme des choses carrément erronées qui ne sont vraiment pas de l'ordre de la réalité. Les gens vous balancent des choses. Un patron, par exemple, d'entreprise qui vous dira que lui, il peut payer ses employés jusqu'au 15 du mois. Mais il oublie que la loi ivoirienne donne le maximum à 8 jours après le début du mois. Vous comprenez? Mais lui, il vous balance ça et il croit être dans son droit. Parce qu'il a vu son ami... Parce que c'est son entreprise. Parce que son père, son ami, Kofi et autres a fait... Parce qu'il a son entreprise, c'est mon entreprise. C'est certes votre entreprise, mais cependant, la responsabilité qui vous incombe est au-delà de votre qualité de propriétaire de cette entreprise. Je suis le père de quelqu'un, mais ça ne me donne pas le droit de pouvoir tuer cette personne-là. Battre cette personne ou la traiter comme je voudrais la traiter. Vous comprenez? Il y a une responsabilité qui nous surpasse, qui nous domine, et il faut pouvoir en tenir compte. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Landry Cuyot. Il est midi dans 1 minute. C'est ici que nous allons nous arrêter pour la première partie de ce thème. Lundi,
pardon. Mercredi prochain. On abordera donc la deuxième partie. Monsieur Landry Couilleux, je rappelle, les conférenciers et consultants juridiques. Avec lui, on parlait du civisme économique. Numéro de téléphone? Alors, notre numéro de téléphone est le 09 76 93 73. D'accord. On fera l'effort la prochaine fois d'avoir la vidéo de Che Guevara, parce que c'est un artiste que vous aimez beaucoup. J'aime particulièrement. Même pour l'heure, je vous propose pour vous accompagner Keren. À tout de suite. Merci.